Merci à tous les orateurs d'avoir fait l'effort de présenter votre projet. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on est dans les temps, ce qui veut dire qu'on a un petit peu de temps devant nous pour les questions-réponses. Les diapositives seront disponibles sur le site de la paire, comme je l'ai dit, mais je suppose que dans l'immédiat, il y a des questions-réponses, donc on peut faire circuler un micro si vous souhaitez poser une question. Je suis Benjamin Weekend de la paire. J'avais une question par rapport à la présentation sur le voyage au Danemark. Oui, voilà. Poitiers. Un point précis, c'était la rétribution de 11 000 €, je pense, par mât, qui devait être faite par les promoteurs éoliens. Il y a une contribution, je pense, ou une taxe, ou je ne sais pas comment on doit l'appeler, de 11 000 € par mât. Par les promoteurs, je voulais savoir si c'était si c'était un forfaitaire ou annuel, et si c'est une taxe, si je vais l'appeler comme ça, qui était pour tous les types de promoteurs. C'est-à-dire pour les éoliennes musicales citoyennes, ou bien toutes les éoliennes. Donc c'est pour toutes les éoliennes. Voilà, c'était dans la présentation sur le ministère de l'Environnement et ce qu'il nous a présenté comme mécanisme de soutien. Donc je n'en suis pas certain, il faut que je vérifie l'information, mais je pense à 80-90% que la taxe est annuelle. Donc c'est une taxe annuelle de 11 000 €. Mais je vérifierai l'information et je t'enverrai. Je confirme, hein, c'est l'équivalent de la redevance que payent les développeurs chez nous. C'est par an et c'est par lieu. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou Oui, donc c'est l'équivalent d'une redevance qui est payée chez nous, mais qui ici est versée dans un fonds qui pourrait être le fameux FEC. Oui. Je vois beaucoup de similitudes entre ce qu'on est en train de faire avec le FEC, le modèle de fondation Elisabeth. Enfin, voilà, c'est toutes des choses à approfondir et à s'inspirer. J'ai une question d'abord pour M. Langer. S'il peut dire un peu plus pourquoi ne pas travailler avec une société d'exploitation, mais la coopérative en direct présente des avantages, s'il y a un exemple ou deux. Et alors, pour M. Gillot, quelle est la perspective pour le Danemark? Puisque le Danemark est un des pays les plus pollueurs en CO2 en Europe, si je suis bien informé. Est-ce qu'il compte continuer à monter en puissance et aller jusqu'à 30, 40, 50% d'éoliennes au total, ou bien est-ce qu'il y a des limites pour des raisons particulières? Par rapport à la question si c'est mieux d'avoir une société d'exploitation ou pas, donc nous avec Courant d'Air, on a seulement une expérience, c'est la EM, et donc là, Courant d'Air est propriétaire direct des deux éoliennes. Un avantage que je vois directement, c'est que si on a une société d'exploitation entre, le dividende, avant qu'il arrive à l'associé, il y a 1 an de décalage. Parce qu'il y a d'abord le bilan de la société d'exploitation qui doit être approuvé, et puis ensuite, donc, le dividende arrive dans la coopérative et 1 an après, seulement le dividende arrive à l'associé. Sinon, directement, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voit d'autres avantages. Oui, non, je vois effectivement dans le... Si vous voulez qu'une commune soit présente et que le FEC soit présent, on sera obligé de passer par la solution d'une société d'exploitation, obligatoirement. Ça, disons, le critère, il est là. Il est évident que si l'émission zéro avait pu investir à Dour tout seul, on n'aurait pas fait de société d'exploitation. C'est parce que les communes étaient dans le capital. Vous ne pourrez pas dire je fais un projet à Dour, par exemple, et puis j'en fais un à Jean-Blou. Dour va jamais être d'accord d'aller investir à Jean-Blou. Hein? Donc, ce sera 2 sociétés d'exploitation. Donc, vous voyez qu'il y a un risque, effectivement, de multiplication des sociétés avec le fait. Mais c'est parfaitement intégré dans nos plans. Hein? Ça doit être intégré dans les plans. Moi, j'aimerais quand même rajouter une société, une gestion autonome des éoliennes permet de gérer le financement, la répartition des bénéfices de manière complètement indépendante. Dans les montages sont compliqués,
vous n'êtes pas sûr d'obtenir longévité, par exemple, d'une société d'exploitation, et de vous diriger pas forcément toutes les décisions qui ont lieu avec l'utilisation des bénéfices. Et ce qui est un point qui pour nous est aussi important, c'est que quand vous êtes autonome, vous disposez aussi de l'électricité produite et des certificats verts. Et ça, c'est un point qu'on n'avait pas dans une société d'exploitation. Pas forcément. Peut-être répondre à la deuxième partie de la question. Donc, concernant le Danemark, ce n'est un secret pour personne que c'est le pays le plus développé au niveau éolien en Europe. Et ce n'est pas non plus un secret que c'est pas nécessairement le plus pollueur, mais c'est le pays qui émet le plus de CO2. Une différence entre être pollueur et émettre plus de CO2. Voilà. Donc, à la question, est-ce qu'ils vont continuer à développer l'éolien? Oui. Ils continuent à le développer. Évidemment, quand vous êtes le premier en Europe, tout le monde vous regarde et tout le monde vous trouve la paille qui ne va pas. Et il y a certainement un défi énorme pour le Danemark par rapport aux engagements qu'ils ont mis au lendemain du premier choc pétrolier pour arriver à régler ce problème-là. Plus ils mettront d'éoliennes, moins ils mettront de CO2, évidemment. Mais il y a des enjeux au niveau de la gestion des eaux. J'en ai pas parlé là-dedans, mais c'est quelque chose qu'on peut discuter également. C'est certain qu'une des leçons apprises au Danemark, c'est un partenariat très tôt entre le producteur et la fourniture et la gestion des eaux. En général, ce sont des gens qui n'ont pas trop envie de se parler parce qu'ils ont des objectifs différents. Mais là-bas, ils ont établi des structures pour parler ensemble. Donc je pense qu'avec ça, et avec, je dirais quelque part, leur viking attitude, même s'ils sont dans une aventure assez ambitieuse, je suis assez confiant que le Danemark se développe de façon correcte, et en mettant plus d'éoliennes, de toute façon, ils mettront moins de CO2. En tout cas, quand je vois les alternatives avec M. Poutine et M. Obama et son gaz de schiste, je suis assez confiant. Merci. Laurence de Calatay, d'Interenvironnement Wallonie. J'avais une question un peu pour le panel par rapport à l'évolution de l'intérêt des citoyens. Est-ce que, par rapport à l'intérêt dans le dividende, est-ce qu'il y a des citoyens qui de plus en plus sont prêts à laisser les dividendes, par exemple, pour le montage d'un projet éolien futur, par exemple, pour financer une étude de faisabilité ou le démarrage d'un projet, ou pour financer des projets plus d'éducation à l'environnement, comme ceux de l'Académie Douillet? Est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce qu'il y aurait une partie des citoyens qui seraient prêts à laisser leurs dividendes pour ce type de projet? Je dirais que dans les coopératives, pour l'instant, sur base d'une sociologie qu'on pourrait établir, la plupart des personnes qui investissent chez nous sont déjà militants et donc ne considèrent pas que le dividende est la raison principale de leur investissement. On a vu chez EcoPower que lorsqu'ils avaient annoncé qu'il y avait une baisse de dividendes, il y avait certaines personnes qui semblaient être plus réfractaires. Quand je vois les coopératives ici, même si la plupart ont déjà pu distribuer des dividendes, on se rend compte lors des assemblées générales que ça n'est absolument pas le point essentiel. Alors, si évolution il y aura, ce sera probablement dans l'autre sens, mais moi je n'ai pas en tout cas vu se manifester jusqu'à présent. Je veux bien ajouter un petit point. Nous avons fait l'année passée, au sein des Missions Zéro, une petite enquête auprès des coopérateurs juste avant l'Assemblée Générale pour leur demander qu'est-ce que vous préférez, le dividende. Enfin, on avait posé ça, un certain nombre de questions. Je n'ai plus très fraîche en tête, on pourrait vous la transmettre. Mais c'était très partagé. Il y a des gens qui veulent du dividende, il y a des gens qui sont beaucoup plus... Il y a un panel assez large. Et je crois que la plupart sont citoyens d'abord. Voilà, mais on pourrait reprendre cette étude qui avait été faite l'année passée. J'ai des chiffres, donc Lionel Vintage, le président d'Avance Enfants. Il y a quelques personnes qui nous ont fait la demande au moment où on a distribué les premiers dividendes. Ils nous ont dit, nous on n'a pas envie des dividendes parce que c'est pas ça, c'est pas la raison pour laquelle on est venu dans votre coopérative. Et donc dans les formulaires qu'on a envoyés aux coopérateurs, on leur donne en gros 4 options. Soit ils font don leurs dividendes et on s'engage
à les utiliser uniquement pour des projets d'éducation à l'environnement. Soit on les paye chaque année après l'Assemblée Générale. Il y a des parents qui nous demandent aussi de les payer quand l'enfant a fait 7-18 ans, ou bien ils nous disent on vous demandera de les payer plus tard. Alors de manière chiffrée, les gens qui font don leurs dividendes, ça représente moins de 1% des coopérateurs. Donc ça veut quand même dire que les gens, tous citoyens qui sont, tous enthousiastes qui sont, ils aiment bien quand même recevoir leurs dividendes en fin d'année. Donc moins d'1% des gens pour Allons Enfants font don leurs dividendes. En tant que coopérateur de l'émission Zéro, j'ai pu assister à une autre réunion parfois un petit peu houleuse et où je pense avoir senti, mais sans chiffres, que la distribution d'un dividende, j'ai envie de dire, peu importe son montant, est quelque chose d'extrêmement important et donc je pense nécessaire. Et je pense que si on regarde un petit peu en dehors de l'éolien citoyen, on doit viser une distribution de dividendes. Maintenant, c'est la hauteur de ce dividende, à mon avis, qui peut être revue à la baisse. C'était l'idée d'ailleurs de la journée d'aujourd'hui, c'est de dire que peut-être que le renouvelable avec le citoyen coûte moins cher parce que le citoyen peut être moins exigeant en termes de return. Et donc, donc quand on est dans du coopératif agréé, on peut redistribuer jusqu'à 6% maximum, je pense. Ça veut dire que si le projet est bénéficiaire au-delà, on peut de facto faire quelque chose de l'excédent, j'ai envie de dire. Mais si on regarde le cas du photovoltaïque, pour un peu changer, qui est un secteur dans lequel jusqu'il y a peu on gagnait énormément d'argent en tant qu'investisseur, et qu'on voit quand on a touché à une petite partie du grand bénéfice que les investisseurs historiques touchent, la levée de bouclier, et donc la SBN ne touche pas le certificat vert qui s'est créé, qui a 12 000 membres à 30 ou 40 euros l'inscription en quelques mois, juste parce qu'on allait raboter une petite partie, et donc j'ai pas le chiffre, mais on allait toucher une partie du dividende. Je pense que clairement, on ne doit pas jouer les bobos écolos et se dire oui, bon, le dividende, on va le redistribuer quoi. Il faut un dividende, et entre guillemets le plus grand possible. Maintenant, il y a une limite qui est extrêmement intéressante lorsqu'on a agréé à 6%, et donc on devait viser des projets au-delà pour que la marge puisse être redistribuée. Mais il faut, je crois que c'est redistribuer un dividende non négligeable, supérieur à ce qu'on a en banque, largement, c'est pas très compliqué aujourd'hui, est un élément d'appel pour le grand public. Sinon, jamais on financera. Enfin, je reste avec le dernier chiffre de 50 éoliennes qui a été montré. Donc, pour moi, il n'y a pas la place à jouer là-dessus, quoi. C'est vraiment un objectif qu'on doit avoir. Une des réponses, quand même, à cette question, ce sont les coopératives à finalité sociale, puisqu'elles sont obligées de suivre les statuts pour répartir l'excédent des bénéfices qui sont engrangés. J'ai une question pour M. Cassard. Je n'ai pas entendu beaucoup de détails sur la recette qu'appliquera le FEC pour récolter justement de l'argent, plus que ce que les coopératives sont déjà occupées à faire. Donc comment est-ce qu'elle touchera plus de citoyens? D'une part, on a l'ambition de s'adresser à l'ensemble de Wallons comme le font les coopératives actuelles, mais la valeur ajoutée, si je puis dire, du fonds éolien, c'est qu'il est soutenu par des institutionnels qui ont un intérêt général. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais quand on regarde les appels à l'épargne que lance le gouvernement fédéral tous les 2 ou 3 ans, avec des taux d'intérêt qui sont proposés qui sont extrêmement bas, on voit qu'il n'y a aucune difficulté pour que des flots importants d'argent, des milliards d'euros, investissent dans ce type de placements qui sont tout à fait limités, donc à 1 ou 2%. On se dit que si on a des opérateurs ressources qui prouvent la capacité financière et la bonne gestion de ce fonds, eh bien, nous pourrons espérer une base de coopérateurs qui soit largement élargie. Oui, donc Pierre Mélon, Énergie et Ressources. Donc je pense que la question du dividende, elle montre à quel point on n'a pas encore d'idée pour tout service aux coopérateurs. Et sauf s'il y a un représentant
l'énonce autrement, je pense qu'il n'y a pas encore d'autres services qui sont proposés aux coopérateurs et coopératives citoyennes. C'est aussi un représentant d'un film. Et donc je pense qu'on va moins cristalliser sur cette question du dividende au moment où on va commencer véritablement à réfléchir et à développer d'autres services aux coopérateurs, de type notamment la fourniture d'énergie. Bon là je pense que quelqu'un va en parler juste après, donc voilà, c'est un exemple. De type des services en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, avec des organismes compétents qui ont des compétences en la matière. Et donc ça permettra de démontrer qu'on peut offrir avec l'opérateur non pas le fameux dividende, qui sera là quand même, mais aussi d'autres types de services plus élargis et plus cohérents avec quand même la philosophie finalement concrète de l'ensemble des participants, parce que je pense que en définitive, l'ensemble des personnes qui sont animées par cette action-là, elles ne visent pas simplement à développer un éolien, mais à avoir une action plus large, plus intégrée pour préserver les ressources. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà quelques services, et au-delà du fait de vouloir atteindre absolument les 6%, il y a tout un ensemble de choses. Je pars prendre le voyage au Danemark, mais c'est un type de service qu'on offre à notre coopérateur également, de partir dans ce bateau, dans ce fracas, et de faire ça avec nous. On fait aussi des choses chez l'UCEOL avec les écoles, je pense que les coopératives le font également. On n'est pas encore sur la fourniture, mais on va en parler bientôt. Il y a cette ambition, donc aujourd'hui le secteur bancaire rétribue péniblement l'épargne. Est-ce qu'on doit aller mettre le curseur complètement à 6% et plutôt prendre une étape intermédiaire bon voilà, ce qui était vrai dans le passé avec EcoPower, avec les certificats verts à 90 € n'est plus vrai. Les subsides, c'est plus vrai non plus. Il y a des plans financiers, il faut être réaliste et il faut gérer ça correctement. Donc il y a aussi toute la charge d'ESCO derrière qui donne une autre dimension que la dimension purement financière à l'investissement coopératif, même si elle reste un facteur assez important. Je pense que ça doit être souligné. Et oui, les services doivent être développés aux coopérateurs, c'est l'essence de la coopérative. J'ai aussi une petite remarque par rapport à ça. Je pense que ces services pourront aussi se développer si dans les coopératives, si les coopératives auront des moyens d'engager du personnel. À ce moment-là, donc si les coopératives grandissent, ils peuvent engager peut-être une personne, et à ce moment-là, cette personne pourra effectuer certains services, comme par exemple, on pense à engager une personne qui pourra faire des audits énergétiques, un prix spécial pour les coopérateurs. Et donc, à mon avis, c'est quand même fortement lié au personnel, au manque de personnel dans les coopératives, parce que jusqu'à présent, on travaille principalement en bénévolat, et donc c'est ça un grand, comment dire, on doit arriver à pouvoir engager du personnel dans les coopératives pour se professionnaliser. Il ne faut pas oublier non plus que les coopératives sont encore pour la plupart très jeunes, et donc le service dont vous parlez effectivement n'existe pas encore, mais c'est oublier tout le travail de vulgarisation, de démocratisation que font les coopératives actuellement par rapport à l'acceptation du projet et par rapport au fait qu'ils donnent des informations pertinentes aux citoyens, ce que ne font pas les promoteurs. Et donc c'est aussi un service qui n'est pas du tout valorisable en argent unique montant, qui est déjà réalisé. Je suis convaincu par la suite, une fois effectivement qu'on aura atteint notre maturité, l'ensemble des coopératives ESCO seront susceptibles d'offrir une palette de services beaucoup plus large que celle qu'on a aujourd'hui.